Bonjour, bienvenue dans le nouveau webinaire Immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec la société Wenimo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, en ce début d'année 2024, de recevoir 3 sociétés de gestion. La société Altixia, avec Sonia Fendler qui en est la présidente. Bonjour Sonia. Bonjour. La société Arkéarem, avec Yann Wittkok, qui est directeur général. Bonjour Yann. Bonjour. Non, je crois que c'est déjà notre 2e épisode pour toi, on en avait déjà fait un. Ouais. Et la société Advenisrem avec Jean-François Choury qui est également directeur général et c'est également une 2e pour toi. Donc la nouvelle, c'est Sonia qui nous rejoint sur ce format webinaire. Bonjour. 24. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, eh bien, on commence cette année, on est encore dans le mois de janvier, donc je vais bien évidemment vous souhaiter à tous une belle année 2024. On l'espère peut-être plus porteuse et plus rassurante sur le marché de l'immobilier que n'a pu l'être 2023. Et justement, par rapport à ça, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en 2023, les différentes baisses de prix de part qui ont pu intervenir, les impacts de la hausse des taux sur les rendements. Enfin, on a beaucoup de sujets à aborder. Bien évidemment, ce qui s'est passé sur vos fonds, qu'est-ce que vous avez mis en place pour cette année 2023 qui s'est écoulée et pour l'année à venir, notamment 2024 et les années futures. En préambule, je pense que c'est toujours intéressant de représenter vos sociétés. Donc Sonia, je vais te donner l'honneur, bien évidemment, en tant que présence féminine de ce webinaire. Je te donne la primeur de représenter qui est Altixia. C'est gentil, merci. Bonjour à tous. Donc Altixiarem, c'est une société de gestion immobilière grand public qui a été créée en 2015 sur à l'origine une foncière privée, mais qui a obtenu son agrément grand public en 2018. Donc on a lancé 2 supports immobiliers SCPI grand public en mars 2019, un OPCI grand public en décembre 2019. Aujourd'hui, on est à 520 millions d'encours immobiliers, 18 collaborateurs expérimentés en immobilier, en assurance vie, gestion de patrimoine. Donc avec un bel avenir devant nous, sachant qu'on ne fait que de la distribution B2B, donc et avec des belles performances maintenant depuis 4 ans pour les 3 véhicules. Très bien, merci beaucoup. Yann, du coup, est-ce que tu peux nous représenter Arkéarem, alors qui est, on va dire, ancien et récent dans la commercialisation, ancien parce que vous aviez notamment des véhicules SCI connus par beaucoup de partenaires CGP-CIF, et un peu plus récent via effectivement la SCPI que vous avez lancée il y a maintenant un peu plus d'1 an. Oui, exactement. Alors, RKM, c'est une société de gestion toute neuve, j'ai créé la société de gestion en juin 2021, on a eu l'agrément début 2022, et effectivement, on n'a pas commencé de zéro puisqu'on a repris en gestion la gestion d'un véhicule qui était géré ailleurs dans le groupe et qui était déjà bien connu du marché, qui est la SCI Silver Avenir. Et qui est notre véhicule phare, puisque aujourd'hui on est à quasiment 800 millions d'euros de capitalisation et la deuxième meilleure perte du marché l'année dernière en SC. On gère aujourd'hui 1,3 milliard. Donc c'est un développement qui a été assez rapide. On a fait 450 millions de collectes en 2023. Je vous donnerai la répartition quand on parlera des produits, mais grosso modo, l'essentiel sur du grand public, les SC et la SCPI qu'on a lancé, donc Transition Europe il y a 1 an maintenant. Et puis une gamme de club deal immobilier qu'on a lancé en fin d'année avec un premier deal. Et là où voilà, on a été très surpris parce qu'on a une un très beau écho du marché, puisqu'on a levé 40 millions en cette semaine, en octobre-novembre, pour un immeuble résidentiel à Neuilly, sur lequel on va chercher des particuliers fortunés. On est une vingtaine de collaborateurs, un peu plus de 20 maintenant chez Arkéarem, et voilà. Et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Jean-François, alors effectivement, acteur un petit peu plus historique, on va dire, sur le marché des CGP, notamment sur la gestion de SCPI. Si tu peux nous représenter effectivement la société Advenisrem. Alors, 3 ans de plus, puisque c'est 2018, donc c'est vrai que... Ah, tu vois, j'aurais dit plus que ça. Ça devient historique. Non, donc la société, oui, gère aujourd'hui des FIA, notamment des SCPI, et notamment une SCPI qui s'appelle Rovalis et qui a dépassé le milliard de capitalisation. Donc c'est vrai qu'elle est, on va dire, bien installée dans le paysage en termes de distribution. On gère aujourd'hui un peu plus d'1,3 milliard, 1,4 milliard sur des SCPI résidentiels historiquement, et puis maintenant sur des SCPI tertiaires et une société civile que l'on a lancée en 2021.
ADN est plutôt international puisque plus de 90% de nos encours sont hors France. On investit aujourd'hui en accélérant sur Elialis pas mal en Europe du Sud. L'idée, c'est effectivement qu'on continue à avoir cette logique d'investissement pan-européen dans un objectif assez simple, c'est de faire profiter tous les investisseurs français d'un marché qui est beaucoup plus large que celui de la France et de saisir plus d'opportunités. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y a certaines zones géographiques aujourd'hui qui sont un petit peu plus intéressantes parce qu'elles ont bougé plus vite, parce que en fonction des politiques des certains gouvernements, il y a des décisions qui sont prises plus ou moins rapidement et ça nous permet, nous, de bénéficier de certaines opportunités dans le marché. Donc voilà, donc ça c'est le positionnement d'Advenis REIM. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Bien évidemment, on va parler de perspectives dans ce webinaire, mais j'ai envie de faire une rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé en 2023. Alors, on en a déjà beaucoup parlé dans divers webinaires, dans des réunions, dans des articles, mais malgré tout, de refaire un peu une rétrospective de l'année 2023, de cette hausse des taux finalement, dont on a l'impression qu'on ne l'a pas vu venir, alors que finalement, c'était latent depuis déjà un peu plus d'un an avec la guerre en Ukraine et l'inflation forte qui arrivait. Et on a l'impression que tout le monde a été un peu surpris finalement par cette hausse des taux, par cette inflation un peu galopante qui est en train de se calmer bien évidemment. Et du coup, quel a été l'impact finalement de cette hausse des taux sur les prix de part, hein? Il y a eu pas mal de véhicules qui ont dû baisser leur prix de part. Vous pourrez en dire un mot sur vos véhicules, bien évidemment. Il y a eu un impact sur les rendements. Donc finalement, un peu cette rétrospective de comment vous avez traversé l'année 2023, comment vous avez appréhendé cette année. Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous n'étiez pas prêt? Est-ce que vous aviez du cash pour vous positionner une fois que les prix auraient baissé? Un petit peu, comment s'est passée cette année 2023? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou si je désigne au hasard. Allez, on va repartir par toi, Sonia, et puis on changera un peu le sens la prochaine après. fois, tout à fait. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a eu deux phénomènes en 2023. Le phénomène structurel, effectivement, de la hausse des taux, qu'on aurait peut-être pu anticiper, mais dont la hausse a été quand même très brutale rapidement. Et tu as eu le phénomène structurel, qui est le télétravail, qui a impacté énormément, notamment les bureaux dans les grandes capitales, Île-de-France, si peu qu'ils étaient un peu obsolètes en termes de qualité énergétique. Donc, on a eu la conjonction de ces deux phénomènes qui ont effectivement impacté de façon prépondérante les actifs, à contrario, de façon surprenante, corps, alors qu'effectivement, c'était peut-être les meilleurs, mais ceux qui avaient déjà des taux extrêmement bas. Donc, la prime de risque, on parle bien de ça en immobilier, la prime de risque n'était plus satisfaisante. Donc, c'est vrai que chez Altixia, déjà, on avait refusé depuis l'origine les investissements immobiliers dans les bureaux Île-de-France ou dans les grandes métropoles, puisque j'avais eu l'occasion de voir l'effet télétravail 2 ans avant le Covid. Et c'est quand même les actifs qui ont été le plus impactés. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu une différenciation suivant la classe d'actifs. Nous, on a toujours été contracycliques. Donc, on a investi dans les commerces, pieds d'immeubles, retail park pendant le Covid. Et aujourd'hui, on voit bien dans nos véhicules que ça a plutôt bien performé puisqu'on a même une valeur de reconstitution en hausse pour notre SCPI commerce. Et enfin, il y a eu les locaux d'activité qu'on a investis plutôt en 2021-2020 qui ont plutôt tenu en termes de valorisation. Donc tout ça mixé avec des actifs en VFA, c'est-à-dire qu'on achète vraiment en direct auprès des promoteurs neufs. Donc même si la création de valeur était moins importante qu'à l'origine, elle reste très importante. Donc conclusion de tout ça, on s'est retrouvé avec 2 SCPI dont les valeurs de reconstitution restent toujours supérieures à la valeur de souscription, donc décotées. Et j'ai même, je te dis, une valeur de reconstitution en hausse pour la SCPI commerce et un OPCI grand public qui maintenant depuis l'origine a des superbes performances. Et on a sorti du 3,74 encore cette année, malgré des actifs immobiliers qui ont peut-être un peu plus souffert parce que la création de valeur était inférieure, mais qui a encore énormément de potentiel puisqu'on en garde sous le coude. Donc on sent qu'il y a vraiment une différenciation en fonction des classes d'actifs, en fonction de la zone géographique et qu'il y avait des vraies opportunités. Et effectivement, je te rejoins, on a gardé beaucoup de cash disponible qu'on n'a pas investi l'année dernière puisqu'on savait que les opportunités, on les aurait sur le premier semestre 2024.
Et du coup, en termes de rendement, parce que là, on parle beaucoup de prix des valeurs de reconstitution, des valeurs d'expertise, mais sur la partie rendement, quel a été finalement l'impact? Est-ce que vous avez réussi, parce qu'on se dit, on a effectivement la hausse des taux, on a un risque de baisse de prix de part mécanique. En revanche, logiquement, si j'ai une indexation, et je rappelle que la SCPI est quasiment le seul produit aujourd'hui sur le marché qui permet d'indexer sur l'inflation. Alors, minorer le fait qu'il faut qu'on ait la possibilité de l'impacter et que le locataire ne fasse pas faillite ou ne soit pas mis en défaut à cause de cette augmentation. Mais sinon, globalement, quel impact ça a eu sur les rendements? Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur notre SCPI commerce, le rendement est resté stable à 5% parce que c'est un patrimoine assez atypique. Il y a plus de 60% neuf et c'est vrai qu'il y a des locaux qu'on vient de recevoir en livraison du promoteur qu'on n'a pas encore eu le temps de louer. Donc, le taux de rendement n'a pas augmenté. Par contre, notre SCPI opportuniste diversifié est passé de 5,30 à 5,60 et sur 2024, on est plutôt sur une perspective entre 6 et 6,5. Donc, toutes les indexations locatives sont passées auprès de l'ensemble des parties prenantes, ce qui est effectivement quelque chose d'assez satisfaisant, sachant que je le rappelle, sur les petits commerces, on fait attention et donc là, on a plafonné à 3,5 comme le demande la réglementation. Mais voilà, tout ça fait que ça a plutôt insufflé et on le voit même aujourd'hui, la chose intéressante, c'est qu'il y a des utilisateurs, des locataires qui demandent à racheter leurs propres actifs. Puisqu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir une indexation locative assez élevée, ils préfèrent emprunter, même si le taux est un peu cher, mais il n'y a pas d'indexation. Donc, ils empruntent pour nous racheter des actifs neufs pour être propriétaire. Donc, c'est assez surprenant comme phénomène. Et vous êtes Avec des obligé belles de vendre? plus-values, bien sûr. Vous êtes obligé de vendre ou c'est Non, pas non, obligatoire? pas du tout. Non, D'ailleurs, on a une contrainte, on ne peut pas vendre avant les 5 ans, c'est plafonné en pourcentage. d'accord. Mais là, on a des telles plus-values que c'est vrai que c'est l'opportunité de vendre pour racheter à des taux justement de rendement encore plus élevés. Merci Sonia. Yann, de votre côté, alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des profils de produits, de véhicules un peu différents. Sonia avec Altixia beaucoup plus sur la France. Je crois que vous n'êtes pas encore à l'international ou très peu. On y est allé depuis l'année dernière et on y Voilà. va intensément cette année. Qui va Voilà. piano va sano, comme on dit, c'est ça. Hein, bon, et je sais que donc vous, Yann, vous avez le véhicule effectivement Silver Génération qui lui est sur Silver Avenir. Oh là 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 là, quel malheur. À chaque fois, je fais la boulette. Silver Avenir qui est donc sur de l'immobilier plutôt résidentiel, donc en France. Et en revanche, votre SCPI Transition Europe qui, elle, a plus vocation effectivement à être sur l'Europe. Et Jean-François, comme il le disait, effectivement, plus une expertise aussi européenne, notamment Allemagne avec Eurovalis et Lialis plutôt sur le sud. Donc Yann, de votre côté, alors vous c'est un peu encore différent puisque vous êtes lancé vraiment la SCPI. Si tu veux parler de Silver Avenir, tu peux bien évidemment. Non, mais sur la SCPI Transition Europe, comment vous avez traversé l'année 2023, sachant qu'a priori c'est plus simple pour un véhicule qui se lance, même s'il y a des problématiques de collecte et on en parlera après. Comment est-ce que vous avez traversé cette année 2023 finalement? Ben, effectivement, nous, c'est très compliqué de se comparer parce qu'on est complètement à contre-courant. On a une chance énorme qui est ce timing de lancement et auquel on n'y peut pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on a su en profiter. Je rappellerai qu'il y a un troisième véhicule aussi qui est Territoire Avenir, qui est la SCI, qui doit être une des plus grosses collectes l'année dernière, puisqu'on a fait un peu plus de 200 millions de collectes nettes l'année dernière sur Territoire Avenir, qui est une SC qui est un peu particulière puisqu'elle investit en direct. Donc, au contraire de la plupart des SC qui font des fonds de fonds, nous, on voulait maîtriser notre immobilier, donc on fait que de l'immobilier en direct et investir dans les régions françaises. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 300 millions sur ce véhicule. On a commencé en juin 2022, donc elle a 1 an et demi. On fait 5,65 l'année dernière et la SCPI, mais pareil, elle a 1 an. Vous avez peut-être vu la perf qu'on a diffusée le vendredi, donc on fait 8,16 en 2023 sur la perf. C'est deux conjonctions, c'est le fait que ce soit la première année. On sait que c'est souvent la première année, ça permet d'encaisser du RAN et voilà. Et donc on a en plus de ce 8,16 presque 2 mois de RAN en réserve. Mais en plus, effectivement, comme le disait Sonia, c'est exactement ça. On a un double avantage, c'est que d'un côté, on a eu une crise du Covid qui a eu un effet structurant sur la plupart des typologies d'actifs immobiliers, pas que le bureau et le télétravail, sur la logistique, sur le commerce, sur tout ce qui est laboratoire et santé, bien évidemment, parce qu'il y a une prise de conscience sur ces secteurs-là. Et comme on a choisi de lancer des véhicules diversifiés, là pour le coup à dessein, parce qu'on savait qu'on les lançait pendant une crise, et donc l'avantage du véhicule diversifié, c'est qu'il permet
d'aller vraiment là où sont les opportunités et de s'adapter à un marché, parce qu'un marché en crise, c'est toujours un marché plus compliqué à gérer, mais qui offre des opportunités. Après, on a vu au long de l'année, par exemple, le prix moyen d'acquisition des actifs, le taux de rendement moyen des acquisitions Transition Europe jusqu'à l'automne, c'était un peu plus de 6,5, entre 6,5 et 6,75. Aujourd'hui, sur les actifs qu'on a achetés fin d'année, plus ceux qui sont en exclusivité, là on a une soixantaine de millions d'euros d'actifs sous exclusivité, on est à plus de 7,5 de taux de rendement moyen. Donc on voit que ça a quand même continué à shifter. Et donc, c'est une vraie opportunité pour nous d'aller à la fois chercher des typologies des actifs, comme disait Tonia. Nous, aujourd'hui, ça serait insensé d'aller faire une grosse tour de bureau dans un quartier d'affaires parce qu'on sait très bien que c'est le genre d'actif qui va souffrir. Par contre, aller faire la logistique, du local d'activité, du life science, parce qu'on a fait notre premier deal life science à Rotterdam et Amsterdam en décembre. Voilà, ça peut être intéressant et il y a des opportunités à aller chercher suivant les localisations, et après, comme le disait Jean-François tout à l'heure, il y a des marchés qui ont bougé beaucoup plus que d'autres rapidement. Et je pense que ce qu'on voit en France n'est pas encore arrivé pleinement par rapport à ce qu'on a pu constater sur les pays anglo-saxons notamment. Hein. Nous, on regarde pas mal l'Irlande parce que ça a l'avantage d'être un pays anglo-saxon qui a l'euro. Donc, c'est un pays qui a déjà beaucoup shifté en termes de prix. On est en exclusivité sur un immeuble mix bureau, société de production dans le cœur de Dublin, mais vraiment proche du Trinity College. Et on est à quasiment 7% de rendement, 6,80. Donc ça, c'est des taux qui sont très intéressants, qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Et je pense qu'on est plutôt arrivé à la fin en Irlande. Et puis il y a des pays où on est encore qu'au début. Donc l'Europe permet vraiment d'aller sur vraiment des temporalités différentes. Et puis pour finir chez nous sur le résidentiel, effectivement, puisque Silver Avenir est exposé sur cette catégorie d'actifs-là. On a une chance sur Silver Avenir, c'est d'être exposé sur l'immobilier haut de gamme, puisque c'est du viager, mais du viager bouquet, donc du viager sans rente. Donc c'est des gens qui ont un patrimoine assez conséquent, puisqu'ils n'ont pas besoin de cette rente. Et donc on a des biens en moyenne de 1,7 million en portefeuille. Et donc on est sur l'immobilier haut de gamme et on a 40% de notre patrimoine en PACA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que plutôt que de parler de crise de l'immobilier ou voilà, il faut vraiment regarder chaque typologie, chaque géographie, puisqu'on a des dynamiques différentes. Et on voit que sur le résidentiel en PACA, ça continue d'augmenter en fait. Et le fait qu'il y ait autant de seniors en PACA fait que notre portefeuille par définition est plus, on a 40% en PACA. Et aujourd'hui, à fin d'année, au 31 décembre, on avait des valeurs d'expertise encore en haut, alors très légère, hein, on était à une hausse de 1%, mais on avait encore une hausse, voilà. Là où on a vu nos actifs en région parisienne plutôt baisser, ça a été compensé par des hausses sur certaines autres régions. Donc voilà, il y a un marché très contrasté suivant, je pense, les typologies et les régions. Merci Yann. Alors, avant de donner la parole à Jean-François, si je comprends bien, en fait, c'est pas une crise de l'immobilier, mais c'est une crise de finalement, de certains types d'immobilier. Alors parfois qui peuvent être très représentatifs sur le marché. Hein, quand on parle effectivement du bureau, qui représente, je sais plus, je crois que c'est 65 ou 75, entre 65 et 75% des investissements. C'est vrai que quand il y a une crise sur le bureau, on a peur, mais on le voit avec ce que vous venez de nous dire, c'est que le life science, ça peut être le commerce, ça peut être même l'hôtellerie, sont des thématiques qui, elles, pour le coup, ont bien résisté, voire très bien résisté pendant cette année compliquée. Et même au sein du bureau, il faut regarder des différenciations suivant la localisation, la taille, etc. Donc c'est vraiment un travail de pointillisme. C'est vrai que le bureau, par exemple, le bureau en province de petite taille a beaucoup moins souffert. Il y a moins de télétravail en province. On a des locataires, les gens ont plaisir à se retrouver au bureau, ce qui n'est pas le cas forcément dans une tour à la Défense, par exemple, où les gens n'ont pas forcément envie d'y venir et du coup, on se retrouve avec beaucoup de vacances. Je dis pas de bêtises là, Sonia. Tout à fait. Bon, Jean-François, du coup, alors il y a eu un petit peu d'actualité, je crois, chez vous en début d'année sur votre gros véhicule phare. Comment, du coup, l'année s'est passée un peu pour vous? Quelle a été votre vision? Comment vous avez adapté un peu votre politique? Alors,
sur ce que tu disais tout à l'heure concernant effectivement la remontée des taux, parce que je pense que ça a touché tout le monde. Il y a effectivement l'effet Ukraine qui a accéléré. Il y a aussi surtout l'effet Covid, en fait. Hein. Je pense que le sujet du cash et de la réinjection de cash dans toutes les économies mondiales a certainement été le facteur de retour de l'inflation. Et après, il y a eu cette accélération, effectivement, avec la guerre en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il y a eu une remontée qui était assez soudaine et brutale et très rapide. Et c'est ce qui a bloqué les marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que cette remontée était trop importante? Pas forcément. En tout cas, elle était très rapide. Et en quelques mois, on est passé de taux négatifs en Allemagne à des taux, grosso modo, à 3%. Quand vous rajoutez l'emprunt et la marge de la banque, grosso modo, vous empruntiez à 1% et 6 mois après, vous étiez à 4%. Et ça s'est passé en quelques mois. Donc forcément, personne n'était préparé à ce rebond et à cette hausse aussi rapide, et c'est ce qui a gelé le marché dans son ensemble, et pas qu'en Allemagne, et en France, un peu partout. Le seul pays qui a pas mal résisté, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a fait un record historique de transactions en 2022 et qui en 2023, alors on n'a pas les derniers chiffres, sera en recul, mais sera en recul aussi moindre par rapport à certaines autres zones géographiques comme la France et l'Allemagne, qui sont les deux plus gros marchés en Europe hors UK, qui aujourd'hui Brexit oblige est un petit peu différent. Donc là-dessus. Pardon, Jean-François, excuse-moi de te couper. Comment tu expliques ce décalage de l'Espagne? Alors, alors, il y a plusieurs raisons. En tout cas, une qu'on voit, nous, c'est qu'il y a une appétence assez forte sur le marché, effectivement, du résidentiel. Donc, le marché du résidentiel est fort. Et le marché de l'hôtellerie, en tout cas, sur les chiffres 2023, on n'a pas le Q4 encore, mais sur le Q3, on est pratiquement à 50% de volume de transactions sur de l'hôtellerie. Il y a des très, très gros volumes en hôtel. Comme le disait Sonia tout à l'heure, effectivement, le marché hôtelier avec le Covid a pas mal souffert et on voit et on s'en aperçoit tous que pas mal de gens ont décidé de repartir en vacances et peut-être même un peu plus pour en profiter. Et donc le marché de l'hôtellerie est reparti très très fort, hein, partout en Europe, mais notamment en Espagne, puisque je crois que, enfin, c'est à peu près sûr, parce que sur les chiffres que j'ai vus au T3, ils avaient atteint un record historique de touristes sur les 12 derniers mois de l'année passée. Et donc, on pourrait avoir une concurrence assez forte d'un point de vue touristique avec la France, qui reste a priori le pays le plus touristique au monde, mais l'Espagne est pas loin derrière. Et donc, il y a cet attrait-là. Il y a aussi un attrait très fort des investisseurs étrangers, notamment américains, qui ont beaucoup investi sur la zone ibérique, notamment autour de Malaga, pour implanter effectivement des entreprises technologiques, IT. Et donc voilà, ça a soutenu le marché. Madrid, l'année dernière, a été aussi assez fortement recherché, et donc avec des investissements beaucoup plus élevés que Barcelone. Donc voilà, donc il y a plusieurs facteurs. Alors, il y a aussi un facteur économique. Hein, le PIB, c'est un des plus élevés de la zone euro depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on a un PIB qui a plus de 2%, alors qu'on est tout juste à 0,5 ou 1% dans les grands pays européens, voire même peut-être en récession sur l'Allemagne. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement des éléments qui sont assez recherchés par les investisseurs. Il y a cette dynamique qui est un petit peu plus forte. Peut-être aussi un petit peu l'effet télétravail, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se disent, plutôt que d'aller chercher des zones au nord, je vais peut-être aller chercher des zones au sud parce que 300 jours de soleil par an, pour quand on est en télétravail et quand on a un petit peu plus de temps libre, c'est pas plus désagréable. Donc Ah voilà, oui, il y a donc, cet aspect-là qui joue en tout cas sur la zone ibérique en ce moment. Si on revient effectivement sur 2023, oui, on a baissé le prix de part d'Eurovalis l'année dernière, donc notre SCPI allemande. Pour une simple raison, c'est que j'ai un peu de mal à imaginer que l'intégralité du marché aille pas dans le même sens. On a aujourd'hui des taux de capitalisation qui ont augmenté partout, quelle que soit la classe d'actifs d'ailleurs. Donc je pense que le marché, comme tout le monde pourrait s'en apercevoir, si vous mettez un bien à la vente aujourd'hui, je suis pas sûr que vous retiriez autant de capitaux ou de plus-value que si vous l'aviez fait il y a 12 mois. En tout cas, hors quelques exceptions peut-être. Mais en règle générale, effectivement, c'est ce qui se passe. Et donc, le marché a plutôt eu tendance à baisser en valeur un peu partout. Des marchés ont baissé plus fort. On parlait de UK tout à l'heure. C'est clairement un marché qui a souffert et en tout cas qui a eu un repricing beaucoup plus important qu'ailleurs. Le marché allemand a repricé aussi. Et effectivement, la France, je crois que c'est Yann qui le disait tout à l'heure, a un petit peu de retard. Donc, est-ce que ça sera marqué cette année? On le verra ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, la France n'a pas trop repricé, en tout cas un peu,
mais pas partout. Et donc ça fait partie effectivement des éléments. Donc oui, on a baissé, comme je le disais tout à l'heure, on a baissé à 6,8%, parce que ça correspond à la valeur de notre patrimoine au 31/12, parce que effectivement aussi c'est un marché dans sa globalité qui est un petit peu plus repricé que la France, et donc ça nous paraissait assez logique de faire suivre cette valeur par rapport à ce qui se passe réellement sur le marché, et aussi bien pour nos associés actuels que les nouveaux entrants. Bon, a priori c'était la demande de l'AMF au 30 juin de l'année dernière de mettre en cohérence effectivement nos valeurs de part avec les valeurs de patrimoine. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a été assez bien perçu. Personne n'est ravi d'avoir une baisse de valeur, hein, c'est pas ce que je dis, mais par contre ça a été assez bien perçu, assez bien compris surtout, dans le sens où notre valeur de patrimoine aujourd'hui, en tout cas la valeur de notre parc immobilier est très bonne. On a aujourd'hui un taux de remplissage qui reste très élevé, on a un taux de recouvrement qui est de 100%, on a aujourd'hui effectivement un label ISR et donc un gros travail d'asset management qui est sur nos actifs en termes de travaux, et qui aujourd'hui paye. C'est pour ça que la baisse, elle est là, mais elle n'est pas très importante par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres véhicules de même type et aussi sur l'Allemagne, sur le marché. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le message est assez clair. Le rendement a augmenté aussi l'année dernière, hein. On est passé de 4,54% brut à 5,05 brut. Donc ça fait partie aussi des éléments qui sont importants. On a une indexation avec l'inflation qui a été forte en Allemagne, hein. On a une indexation qui est passée à pratiquement 11%, entre 9 et 11%, pardon, parce que j'ai Eli Alice aussi, donc je confonds des fois un petit peu les deux. Grosso modo, autour de 10% sur nos véhicules. Donc ça se voit aussi sur les loyers et sur ce qu'on peut faire sur les loyers. Donc on a non seulement augmenté le versement brut, mais on a aussi augmenté le RAN l'année dernière. Donc on n'a pas tout donné. On s'en garde aussi pour les mois ou voire années qui viennent si nécessaire, puisqu'on a aujourd'hui des capacités distributives qui sont assez fortes. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Sur l'Europe du Sud, sur Elialis, on n'a pas de baisse de valeur puisque le marché résiste bien. On a toujours aujourd'hui une valeur de reconstitution qui sera supérieure au prix de souscription. Donc on voit bien que ce marché-là aujourd'hui a tendance à plus être résilient. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé depuis quelques temps, mais pour l'Espagne, on peut le dire. Et donc ça fait partie des éléments qui sont aussi importants et d'où l'intérêt aussi d'être diversifié. Donc sur nos activités aujourd'hui, on n'est pas bureau bashing, je vais le dire clairement, parce que comme le disait Sonia tout à l'heure, je pense qu'il y a tout dans le bureau. Vous avez aujourd'hui des bureaux qui sont très recherchés. Vous avez qu'à voir ce qui se passe sur le marché, même si c'est sur des clients un petit peu particuliers, sur le marché corps parisien, sur les Champs-Élysées, où les transactions s'arrachent sur des prix très importants aujourd'hui, certes avec des gens qui vont plutôt exploiter les immeubles, mais donc en fonction de la typologie, en fonction de la géographie, vous allez avoir, et en fonction de la nature intrinsèque de l'immeuble, sa qualité, vous avez effectivement, et on aura ça, c'est-à-dire que la crise, parce que je pense que c'en est une, va accélérer, en tout cas va garder ce phénomène entre un actif qui sera en périphérie, loin d'un centre et d'un nœud de communication, loin effectivement des moyens de se déplacer pour les salariés, et avec un immeuble qui n'est pas efficient énergétiquement. Celui-là, il a baissé et il va encore baisser et il va plus valoir grand-chose. En tout cas, il aura forcément des baisses de valeur dans les mois et les années qui viennent, parce qu'on a des obligations de faire des travaux qui sont énormes. Aujourd'hui, le coût des travaux n'a pas baissé, donc il y a toujours des engagements sur ce point-là. À l'inverse, un actif qui est proche d'un métro, en bon état, pour faire simple et pour faire court, d'un point de vue énergétique, avec une bonne consommation énergétique, celui-là, il a plutôt une demande assez forte et avec des augmentations de loyer. Donc c'est ce qu'on constate, nous, en tout cas en Allemagne. Et on a effectivement, là, typiquement un exemple, hein, on a signé tout début janvier, voire le 28 décembre, la reprise d'un de nos immeubles à Brême. Siemens partait, c'était des bureaux, et c'est l'université de Brême, en fait, enfin la ville de Brême, qui veut remettre une école à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on a re-signé un bail sur 20 ans ferme, parce que l'emplacement fait qu'aujourd'hui, c'est un emplacement stratégique et avec une demande assez forte. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, il y aura du turnover, il y aura des bureaux qui vont se transformer en autre chose, peut-être, mais il y a aussi des bureaux qui sont demandés et sur des niveaux de loyer beaucoup plus importants. Donc on a ce sujet-là, et effectivement, par contre, on a cette vraie différence entre des bureaux qui sont entre 500 et 3000 mètres carrés, qui ont une forte demande. Et là, on voit le gap au niveau des volumes de transactions et au niveau de la demande aussi, des grosses unités à plus de 15, 20 000 mètres carrés, ou en tout cas des tours, par exemple, pour ne pas les citer. Là, pour le coup, avec un seul monolocataire à l'intérieur, là, vous avez beaucoup plus de mal.
déjà trouver un locataire et aussi en termes de valorisation où elles ont beaucoup baissé. Donc il y a vraiment aussi de tout dans le bureau et il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Et il faut faire attention à ça parce que je pense qu'à l'inverse, en 2024, il y aura beaucoup de très très bonnes opportunités sur le bureau à des taux très intéressants et avec beaucoup de sélection. Hein. L'immeuble, le locataire, un bail long, mais il y aura des très bonnes opportunités dans le bureau dans les mois qui viennent. Merci Jean-François. Donc effectivement, juste j'apporte une un petit ajout sur ce que vous disiez, effectivement sur la partie française qui a moins repricé que par exemple le UK ou que les Pays-Bas. Alors c'est vrai sur les SCPI, ça allait peut-être un tout petit peu moins sur les véhicules dits côté ceux qu'on peut retrouver notamment en assurance vie. Alors excepté ta SCI Yann, parce qu'elle est un peu particulière, et ton OPCI Sonia, mais c'est vrai que sinon le gros de la difficulté auquel se sont confrontés finalement les partenaires qu'on côtoie, c'est plus sur la partie des SCI et des OPCI dans les contrats d'assurance vie, où là, il y a eu des décrochages assez massifs. Et comme on est sur des valorisations au jour le jour, ça a été plus difficile à expliquer que sur les SCPI. Oui, mais c'est pas forcément l'influence du marché français. Hein. La plupart des SC sont des fonds de fonds, en fait. C'est pour ça que nous, on n'a pas voulu faire ça. Et donc, elles sont exposées dans énormément de fonds immobiliers européens. Hein. Et voilà, genre, on ne citera pas quelques exemples du marché, mais les grosses baisses sont dues aussi, voilà, si moi, je me souviens d'une SC qui a une participation dans Prologis. Prologis, c'est une très très jolie boîte, mais elle a perdu 25% sur l'année 2023. Donc forcément, bah, ça se reflète dans la valeur du véhicule, quoi. Et pour le coup, voilà, c'est pas forcément les valeurs du patrimoine français, même si ça a baissé, qui ont eu le plus d'impact sur ces véhicules-là. Non, puis moi, je trouve même ça sain d'avoir des... Excuse-moi Jean-François, je trouve ça sain même d'avoir des expertises immobilières externes trimestrielles sur ce type de véhicule, parce que je trouve justement que ça donne la vraie vérité des prix, et il faut pas se leurrer, la SCPI, s'il n'y avait pas eu la demande de l'AMF, personne n'aurait revalorisé en temps et en heure, alors que ça fait partie du devoir de la société de gestion. Et l'OPCI chez nous, qui investit que sur des actifs français, on arrive quand même à sortir une bonne performance, donc ça dépend vraiment de la typologie sur laquelle on était et à quel prix on l'a acheté à l'origine. Et juste, je rajouterais, c'était très rapide, mais sur les SC, effectivement, l'année dernière, elles ont pas mal performé, mais c'était 2022 où elles avaient beaucoup décroché. Hein. Les SC cotés, pardon. Si on parle du foncière coté, elles avaient plutôt fait moins 30. Les foncières cotées, oui, oui. Moins 30, moins 40 en 2022. Et par contre, l'année dernière, elles ont plutôt bien performé. Donc, elles ont bien performé. Et moi, je te parlais plutôt des SC que peuvent gérer certains de vos confrères que l'on retrouve dans les contrats d'assurance vie, où là, pour le coup, il y a eu des décrochages parfois supérieurs à 10 ou 14%, et où, comme on est sur des valorisations quotidiennes de contrats d'assurance vie, qu'en face, j'ai pas le rendement qui tombe contre une SCPI, parce que ma SCPI, elle perd 10%, mais si je continue à toucher mon rendement, finalement, je suis moins impacté. Enfin, j'ai l'impression peut-être d'être moins impacté par cette baisse de prix de part que je peux l'être sur un contrat d'assurance vie, où quand je prends moins 10, moins 12, c'est un peu violent sur la valorisation, et c'est un peu dur à expliquer, même si, encore une fois, le problème, et là on en revient un peu à ce qui a été vendu ou proposé pendant une quinzaine d'années, c'est que l'immobilier, vous inquiétez pas, ça perd pas. L'immobilier est une classe d'actifs comme les autres, ça monte, ça baisse, et justement, on l'a vu en 2023, ça peut baisser. Non, mais clairement, je pense que quand on fait de l'immobilier, on a conscience que c'est cyclique. Il ne faut pas faire croire aux épargnants. On a peut-être oublié ça, que c'était cyclique, comme le fait que c'est un produit illiquide également. L'immobilier, c'est illiquide et il faut en avoir conscience. Parce que quand on est face à une crise de liquidité, ça peut faire mal. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est et avec Jean-François, c'est pour moi la situation des SCPI est complètement différente. La SCPI, ce que veut l'épargnant, c'est un rendement en fait. Et donc, cette baisse de valeur qu'il a subie sur quelques SCPI, dans les faits, le sujet, c'est s'il veut sortir. Mais on sait que la durée de détention moyenne, je crois, des SCPI, les adhérents de la SPIM, c'est 17 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est autour de 20 ans, pas loin de 20 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, on sait que cette baisse, grosso modo, il va pas vraiment la sentir, l'épargnant. Moi, je suis plus... Quand on me pose la question sur la diversification d'un portefeuille en disant il faut investir dans quel SCPI, moi, je dis toujours, regardez plutôt
la capacité de les SCPI dans les 5 ans à venir à verser du rendement. La baisse de valeur, franchement, les valeurs, elles vont repartir. Et donc, à nouveau, il y aura des hausses de prix de part et là-dessus, et voilà, à l'horizon 3, 4, 5 ans, les valeurs vont repartir. J'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, des SCPI qui ont des sujets parce que exposés sur des très gros immeubles dont on parlait tout à l'heure, là, c'est plus embêtant parce que là, pour le coup, on voit ce qui se passe il suffit de regarder ce qui se passe à San Francisco, hein, sur les immeubles de bureaux. On parle d'un taux de vacances qui est supérieur à 50%, et on voit pas comment ils vont s'en sortir. Voilà, faut vraiment être vigilant sur la capacité du véhicule à générer du revenu. La baisse de valeur, c'est un phénomène passager, je dirais. Ça reste Sonia, quand même je crois que tu voulais rebondir. Oui, parce que je trouve que ça reste quand même important pour tous ceux qui ont souscrit ces SCPI via le contrat d'assurance vie. Et on le voit bien, Oui. ils visualisent la baisse. Là où je vous rejoins, c'est que je pense que la classification qu'on avait SCPI, bureau, commerce ou diversifié, ou même les SCI, elle est complètement obsolète, parce que ça veut vraiment dire que le conseiller aujourd'hui il doit vraiment rentrer dans le détail sur la typologie des actifs qui sont achetés, où se trouvent les bureaux, dans quel état énergétique ils sont, quelle taille, puisqu'on voit bien que les actifs entre 1 et 15 millions, ils sont liquides, ils restent liquides, et c'est la foire d'empoigne aujourd'hui sur le marché pour les acheter, hein, quand même à bon taux, alors que ceux à 50 millions, au-dessus de 50 millions, ils sont scotchés. Donc pour moi, il faut quand même regarder l'épargnant, il regarde quand même la totalité, même s'il y en a un qui a un objectif de rendement et l'autre un objectif de capitalisation. Mais c'est là où je rejoins Yann. Je trouve que les SCI purs qui investissent dans de l'immobilier en direct, c'est quand même plus facile à contrôler, à vérifier pour le CGP qu'un fonds de fonds. Et de la même façon, nous, l'OPCI, on a considéré qu'il fallait des produits qui soient extrêmement transparents et extrêmement liquides pour les assureurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le rôle aussi qu'on a vis-à-vis des assureurs, qui ont peut-être pris un peu de l'engouement sur toutes ces SCI qui sont arrivées sur le marché en se disant c'est liquide, c'est liquide. Ils voient bien aujourd'hui que c'est un vrai sujet pour eux malgré tout. Donc on doit les considérer, même pour les épargnants qui l'ont souscrit via le contrat d'assurance vie, quoi. Je crois que l'assurance vie, tu t'y connais, Sonia. C'est ça. Alors, deux remarques. La première, effectivement, c'est sur ces gros bâtiments où, début des années 2000, toutes les sociétés partaient à Saint-Denis, un peu plus loin, dans des super bâtiments modernes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les sociétés commencent plutôt à revenir dans Paris. Alors, peut-être pas le QCA, parce que c'est un peu compliqué de trouver des grosses... Mais vous allez en périphérie, dans le 19e, vous avez aujourd'hui des grandes banques qui installent des énormes bâtiments. Mais vous, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Yann, vous avez un métro, vous avez des bus à côté, un RER, des commodités, et ben effectivement, là, on se rend compte qu'il y a une grosse demande. Donc ça, c'est important. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir effectivement aussi, c'est ce besoin de rendement. Je vous rappelle que les pouvoirs publics, quand ils ont voulu lancer l'OPCI fin des 2008-2009, début 2010, la vocation, c'était de remplacer totalement la SCPI, qui est plus de SCPI, et qu'on parte sur ces produits-là. Et on se rend compte que la spécificité du marché français qui fait que peut-être on a eu une résilience un peu plus importante que d'autres marchés européens, c'est ce véhicule qu'est la SCPI, qui est pas forcément qui n'existe pas par ailleurs, et où le client, alors je sors le fait qu'il peut être logé dans l'assurance vie, bien sûr, mais quand on le détient en direct, ce qui est quand même la grande majorité, on vient chercher un rendement, et ce rendement aujourd'hui, il est là, et du coup, c'est vrai qu'on est moins impacté par la baisse. Et je rebondis, ça me permet de vous poser une question sur un petit peu la collecte, comment s'est passée la collecte aussi, parce que ça, c'est intéressant par rapport à l'année 2023 qu'on vient de vivre. Finalement, on se rend compte que même si on vient chercher du rendement, les baisses de prix de part annoncées ont créé une petite psychose quand même à partir de un peu juillet, mais surtout fin août, début septembre, et où là, on a vu, enfin en tout cas nous, chez Wenimo, on l'a vu très clairement, on a eu une baisse massive de la collecte. Non pas parce que il y avait pas le rendement, mais parce qu'il y avait ces baisses de prix de part et que les gens commençaient un peu à paniquer. Et en fait, moi, je pense que cette crise, et je vous laisse parler bien évidemment après, on donnera la parole à Jean-François, cette crise, elle va permettre aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire je prends un peu le véhicule fourre-tout, c'est génial, ça fait 4,5. Aujourd'hui, il faut faire de vraies allocations, regarder le moteur, comme vous le disiez, Yann et Sonia, ouvrir le capot, regarder ce qu'il y a dans le moteur, et dire voilà, on peut plus se permettre de vendre des choses qu'on ne comprend pas. Jean-François, sur la collecte, du coup, ça s'est passé comment? J'imagine qu'il y a eu deux phases, le premier semestre et la deuxième partie d'année. Clairement. Oui. Bien sûr, depuis juillet, on sent un ralentissement de la collecte. Alors, juste une parenthèse par rapport à l'assurance vie, je pense que c'est vrai que
on a beaucoup poussé les SC dans l'assurance vie, et ça répondra aussi un petit peu à ta question par rapport à la collecte et ce qu'on attend comme collecte demain, parce que, malheureusement, je pense que ça a été un peu traduit comme ça faisait du 4%, et les fonds en euros faisaient moins de 1%, et donc forcément, c'est venu remplacer. Il y a eu beaucoup d'arbitrage de fonds en euros vers les UC qui avaient un rendement régulier autour de 4%. Et donc ça a été déceptif, parce que dès la première année où on a effectivement un choc des taux avec une baisse des rendements, on s'aperçoit, et en tout cas tout le monde s'est aperçu, et notamment les clients finaux se sont aperçus que le 4% il n'était pas garanti. Et ça a un petit peu, je pense, freiné tout le monde, et ça a créé cette psychose dans l'assurance vie. Sur le direct, et c'est vrai que les particuliers qui investissent en direct viennent chercher du rendement, clairement. En ce qui nous concerne, on a 100% de revenus étrangers, donc c'est vrai qu'aussi, en plus de ça, il y a ce côté fiscal qui est aussi important et joue aussi dans les prises de décision. On a eu par contre à l'inverse des remontées de taux, et donc les remontées de taux, c'était pas que pour les emprunts, c'était aussi pour des produits de court terme. Et donc depuis quelques mois, on a en face de nous, alors qu'on n'avait plus personne depuis 3 ans, 4 ans, des gens qui proposent des SICAV monétaires, des conseillers qui proposent des DAT, des comptes à terme à 4%, des produits structurés qui fleurissent à peu près, je pense, plusieurs fois par jour. Et donc, effectivement, on a eu aussi une concurrence beaucoup plus forte d'autres produits qui venaient cannibaliser la collecte de SCPI. Donc ça, c'est aussi un point important. La bonne nouvelle, c'est que, mais peut-être qu'on finira par ces points-là, c'est que les taux ont plutôt tendance effectivement à se calmer. C'est ma prochaine question, mais bon, tu peux anticiper. Hein. Je ne vais pas développer maintenant, mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne nouvelle pour 2024. En tout cas, pour 2023, c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu cette accélération sur d'autres produits et cette décélération sur la collecte de SCPI. Mais je pense par contre que les associés qui sont venus dans nos véhicules, voilà, ils n'ont pas ce côté déceptif. Et en tout cas, quand je parlais tout à l'heure de valeur, si elle est bien expliquée, si elle est explicable, et si voilà, il y a une raison à cette baisse, pour X ou Y raison. Aujourd'hui, la deuxième question, quand vous dites j'ai une petite baisse, la deuxième question, c'est et votre rendement. Et si vous dites voilà, et mon rendement, non, aujourd'hui, il n'a pas baissé, voire il est en train d'augmenter, parce que indexation des loyers, etc., ok, pas de problème, puisque durée recommandée, je rappelle, c'est 9 ans d'une SCPI, même si aujourd'hui c'est plutôt 20 ans, mais en tout cas c'est un minimum 9 ans. Et donc les personnes qui sont là depuis effectivement quelques années, ils ont déjà des revenus nets assez importants depuis quelques années cumulés, et ils ont pris l'habitude tout simplement de ce revenu régulier complémentaire. Pour certains, c'est une retraite, et donc à partir de là, effectivement, on compte dessus, on compte sur cette distribution. Là où ça pourrait être beaucoup plus déceptif que les valeurs, c'est si effectivement les rendements baissaient, et là pour le coup, ça serait beaucoup plus grave pour les associés. Mais effectivement, ce qu'on a vu sur les retraits l'année dernière, puisqu'on a eu des retraits, je vais te donner 2 chiffres. On a fait 140 millions de collectes l'année dernière brut, ce qui est plutôt pas mal dans le marché, puisqu'on est en baisse de 25%, donc c'est pas catastrophique. À l'inverse, on est à 105 net. Et donc, mon différentiel, il vient essentiellement d'institutionnels ou d'assureurs qui sont sortis parce que les distributeurs ou les clients finaux voulaient sortir. Mais ça fait partie effectivement des éléments. Les clients directs retail, entre guillemets, qui viennent chercher un revenu régulier, eux, ils ne sont pas sortis. Ok, merci Jean-François. Alors Yann, tu nous en avais touché 2 mots un petit peu sur la collecte. Tu peux nous dire brièvement, parce qu'après il faut enchaîner sur les autres questions, que la collecte, comment ça s'est passé sur Silver Avenir et sur tes 2 SC, et puis sur Transition Europe. Des collectes qui sont bonnes. Hein. Sur Silver Avenir, on a vu effectivement l'impact comme ça, un véhicule plus ancien. Il y avait des inquiétudes des CGP. On a pu répondre, mais c'est vrai qu'on a eu l'effet septembre. C'est-à-dire qu'on était sur un trend où on aurait dû finir l'année à, je dirais, 120 millions de collectes, et on finit l'année plutôt autour des 80 millions de collectes sur Silver Avenir, avec une fin d'année effectivement qui a été vraiment, où on a senti l'influence, et on avait pas mal d'échos de CGP qui nous disaient mais vous allez de toute façon, vous allez baisser aussi. Et on a fait beau leur expliquer, mais non, mais on n'est pas du tout sur le même produit. On est sur du résidentiel, haut de gamme. On n'est pas sur la même chose. Voilà. Au moins, la fin d'année a pu leur montrer qu'on leur disait pas n'importe quoi, et que voilà. Et sur janvier, il n'y a pas une baisse non plus, comme vous pouvez le voir. Donc là, sur territoire,
véhicule récent, donc je pense qu'on a bénéficié d'un effet report et effectivement on s'est retrouvé vers une excellente année puisqu'on a dépassé nos objectifs. On finit l'année à un peu plus de 200 millions d'euros de collecte nette. Et là où c'est intéressant, c'est que même Territoire a eu un petit peu de décollecte à un moment donné. Alors, elle est toujours restée en collecte nette positive, mais la collecte brute devait plutôt être plus proche de 220, parce que voilà, je pense qu'il y a eu un effet en septembre où les gens se sont dit l'immobilier, on arrête tout. Je sors tout, Et ouais. ce qui n'a pas de sens parce qu'encore une fois, on vit une vraie crise immobilière, il faut pas la nier, mais il y a des choses intéressantes à faire. Et à l'opposé, sur la SCPI, très beau démarrage d'année. Coup d'arrêt en septembre où on a fait la même chose qu'en août. Et puis octobre, novembre, décembre, le discours et le positionnement qui fait qu'on est vraiment à contre-courant, le fait qu'à fin du 3T, on avait déjà versé 6,5% de rendement, fait que on a fait des gros mois. À notre échelle, on a fait 15 millions de collectes en décembre, par exemple, ce qui pour une SCPI comme la nôtre et qui est toute récente, qui était son 12e mois, était une très belle collecte. Et donc, on est confiant pour l'année 2024, du coup, parce que, encore une fois, ce timing de marché fait que on a des caractéristiques qui sont intéressantes pour les porteurs de parts. Alors merci, je vais être un tout petit peu piquant avant de passer à la parole à Sonia. Est-ce que le fait d'être, on va dire, filiale d'un grand groupe bancaire, ça aide pas à collecter? Non, alors, Il ça fallait que je la dépend. fasse, là j'avais pas le choix, hein. Ça dépend. Non, Par ça rapport peut à tes aider. Nous, concurrents, c'est plus on a facile. une chance énorme d'avoir un groupe bancaire qui, en plus, a un appétit enfin, c'est sur Avenir, notre assureur maison, le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, c'est des gens qui ont un appétit. Mais par exemple, si je te prends l'exemple des 15 millions, en toute transparence, hein, sur les 15 millions de décembre, de Transition Europe, il n'y a même pas un petit million qui est fait par le groupe. Tout le reste, c'est du CGP extérieur, en fait, et du réseau. Donc, sur la SC Territoire à venir, là, pour le coup, c'est plus une SC qui plaît bien en groupe. Et donc, on est sur des ratios plus élevés en faveur de groupe. Et Silver Avenir, c'est un produit qui est vendu plus majoritairement à l'extérieur que dans le groupe. Mais oui, par définition, c'est forcément un avantage d'avoir un réseau. Ça, je ne vais pas te le nier, parce que ça permet d'avoir une base de collecte. Mais après, ça dépend vraiment du produit et je dirais, la culture et des événements du contexte. Donc voilà, sur Transition Europe, sur notre SCPI aujourd'hui, c'est une SCPI qui est essentiellement vendue à l'extérieur. Merci, c'est peut-être aussi que tes équipes commerciales sont bonnes. Alors attention, tu vas te faire piquer, tu risques de te les faire piquer. Sonia, du coup, chez Altixia. Alors, un très bon premier semestre, effectivement, un coup de frein sur le troisième trimestre. Et pour le coup, nous, on a considéré la demande de l'AMF de refaire les calculs pour les SCPI, non pas au 30 juin, mais directement se projeter au 31/12. Et ça, on pouvait le faire puisqu'on avait les expertises immobilières externes trimestrielles de l'OPCI. Donc, on connaissait la tendance des experts immobiliers. Donc, nous, on s'est projeté tout de suite 31/12 et on a communiqué tout de suite 31/12. Et dans la réalité, d'ailleurs, on s'est trompé de 0,5% en étant plus pessimiste que les experts immobiliers. Donc, très vite, on a communiqué non seulement là-dessus, plus on a anticipé les expertises de fin d'année, ce qui fait qu'on a fait un très bon dernier trimestre, que ce soit sur les SCPI ou l'OPCI, où là, pour le coup, on a fait des webinars où on est rentré dans le détail et expliqué actif par actif comment on crée de la valeur. Typiquement, on a acheté un hôtel en VFA à Reims, on leur a expliqué. Ensuite, une fois qu'on l'a acheté, on a repris les plans, on a trouvé la solution pour rajouter 4 chambres. Tout de suite, ça augmente le loyer et ça augmente la valorisation. Donc, tout ça, sur l'ensemble de nos actifs, on leur a expliqué où on allait chercher de la création de valeur et on s'était engagé qu'à la fin de l'année, on fasse entre 3 et 6. On a fait 3,74. Je pense qu'on a encore le meilleur OPCI grand public du marché. Et donc, plutôt un très bon dernier trimestre. Et on espère que 2024 va être sur cette tendance-là. Bon, merci. Alors, pour passer à la suite, merci déjà pour tous ces premiers éléments. On a fait la rétrospective qui a été bien fournie en termes d'informations pour les gens qui vont nous écouter. On va faire un petit peu de perspective. On va essayer d'aller vite parce qu'il y a d'autres questions après et je vois que le temps tourne. Si on fait un peu de perspective maintenant, je vais vous demander
de me dire un petit peu quel est, selon vous, selon votre maison ou votre groupe, si on parle de groupe bancaire par exemple chez Yann, quelle est votre vision un peu des taux, comment vous sentez un peu les taux, est-ce que vous pensez que c'est une stabilisation, est-ce que vous pensez, alors je sais que là on va parler peut-être un peu plus macro, mais j'imagine quand même que vous, dans ce que vous mettez en place sur vos véhicules, vous devez forcément avoir cette vision-là. Et donc, quelle est un peu cette vision sur les taux? Sonia, on va recommencer avec toi. Non, mais je dirais que personne n'a de boule de cristal sur le sujet. En tout cas, Ça, c'est nous, sûr. voilà, mais c'est quand même important parce que personne n'avait vu la hausse aussi brutale. Les perspectives qu'on voit, c'est qu'effectivement, on atteint un plancher haut. Donc, on est plutôt sur des perspectives de baisse des taux, mais soyons raisonnables, de baisse très, très raisonnable, et les taux vont rester significativement hauts pendant longtemps. On va pas sortir, on va pas revenir au taux zéro. Donc, si on arrivait à des taux plutôt entre 2,5, 3, je pense que c'est des choses qui, voilà, qui resteront déjà très bien pour l'immobilier. Il faut s'habituer à vivre avec ces taux assez hauts, mais on a atteint le pic assez haut, on l'a déjà atteint pour nous. Donc on est plutôt sur une légère baisse en 2024. Parfait. Yann? Et dans le timing, Sonia, si tu as la baisse, est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'on entendait beaucoup, oui, à partir de juin, juillet, peut-être plutôt deuxième semestre? Ou est-ce que... Moi, à la rigueur, je regarde pas ce timing-là. Ce que je vois, c'est qu'il y Ouais, a des opportunités immobilières, c'est maintenant, quoi. Donc là, d'accord. on va à fond pour les prendre maintenant, parce que je ne suis pas sûre que, surtout quand tu commences à faire des acquisitions maintenant, tu vas dealer 3, 4 mois, 6 mois plus tard. Ouais. Donc Donc, c'est ouais. maintenant qu'il faut les faire, et je me préoccupe pas de savoir quel va être le taux. Je suis très agressive vis-à-vis des vendeurs. Donc, en revanche, il faut avoir de la collecte en face pour avoir du cash. Voilà, ou de la collecte ou du cash disponible qu'on a mis de côté sous le coude, le trésor de guerre, hein. Les fameuses noisettes de l'écureuil. C'est cela. Tu sais, mon passé d'assureur, je fais des noisettes, hein, historiquement. C'est ça. D'ailleurs, assureur qui commence à les redonner un petit peu les noisettes pour C'est venir normal. concurrencer justement les CAD, DAT dont vous parliez tout à l'heure. Jean-François, votre vision, j'imagine que c'est un petit peu la même, mais si tu peux nous en toucher deux mots. Alors, c'est plus l'inflation aussi qu'on peut regarder, parce que là, on voit bien qu'il y a eu une décélération d'inflation. Donc ça, c'était fin d'année. Si je prends un exemple, le Bund allemand, on était à 3% le 1er décembre et on était à 2% fin décembre, voire 1,90. Donc il y a eu une décélération très forte. Bon, est-ce que ça va durer, pas durer? Parce que disait Sonia, on n'a pas de boule de cristal et surtout, on n'a pas la maîtrise macroéconomique. On ne sait pas trop voilà, il y a pas mal de gens dans la rue encore aujourd'hui, peut-être demain, peut-être encore sur une plus longue période. Ça, c'est le côté français. Et d'un point de vue macro et géopolitique, voilà, certains sont suffisamment inventifs pour peut-être nous sortir quelque chose qui pourrait perturber effectivement cette baisse de taux. La BCE a dit qu'elle était plutôt enclin à baisser le taux et à confirmer cette baisse de taux en juin. Maintenant, voilà, avoir aujourd'hui des taux longs à 10 ans autour de 2%, c'est pas incohérent et je pense que oui, ça peut être la tendance. Mais il y a pas mal voilà, d'éléments qu'on ne maîtrise pas et donc c'est plus compliqué. Par contre, je rejoins Sonia sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un momentum de marché qui est très bon parce que les volumes de transactions sont pas là et donc il y a quand même des gens et en tout cas des investisseurs ou des vendeurs qui doivent vendre. Il y a encore effectivement des fonds qui doivent sortir leurs actifs. Il y a des particuliers, il y a des investisseurs qui à un moment donné vont dire bon bah voilà, je baisse un petit peu ma valeur mais je vais vendre à tel prix. Je pense voilà, il y a quelques bonnes opportunités. Les très très grosses opportunités étaient presque déjà en 2023. Là, je pense que comme il y a pas mal de gens qui se remettent déjà à vouloir dire je veux bien acheter, en tout cas je me remets en position d'acheter, bah forcément ça va pas faire baisser les valeurs. En tout cas, dès qu'on sera plus de 2, 3, 4, 5 sur le même immeuble, comme ça a été le cas il y a quelques mois, forcément les valeurs vont pas trop baisser. On le constate déjà un tout petit peu. Donc je pense que les vrais bons coups ont plutôt été faits l'année dernière. En tout cas, c'est mon avis. Là, il y a encore des opportunités. Ça dépend des marchés. Je vois que Sonia qui hoche la tête ou qui donne. Ça dépend des marchés, ça dépend des places. Sonia dodeline de la tête, hein, donc elle a probablement un petit commentaire à donner. Non, non, c'est que il y a encore des opportunités. Je la rejoins, mais effectivement, voilà, il y a peut-être encore quelques fonds qui sont vraiment à la ramasse et qui doivent vendre à tout prix. Mais je pense que ça a plutôt été traité l'année dernière, et sinon ceux-là ont trouvé des solutions pour cette année. Mais il y a encore des opportunités, bien sûr. Mais pour moi, là, voilà, il y a peut-être une fenêtre de tir de 3 à 6 mois, et après, normalement, on ne devrait pas retrouver des très très bonnes opportunités sur le second semestre. En tout cas, ça sera un peu plus haut en termes de prix, et donc un peu plus bas en termes de rendement.
Mais c'est vrai que bon, quand les taux étaient très bas, on avait beaucoup d'institutionnels qui empruntaient et qui se permettaient de faire monter les prix, d'acheter un peu tout et n'importe quoi, et finalement de venir vous concurrencer, vous qui n'utilisez pas forcément l'emprunt dans vos investissements. Et ce que l'on perçoit quand même, c'est que dans une période où les taux ont beaucoup remonté, ils ne rebaisseront pas a priori jusqu'à ce qu'on a pu connaître autour de 0 ou 1% pour des emprunts de trucs. Et le cash is king, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'avais des noisettes, comme on disait, si j'avais du cash, bah, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se positionner, d'investir, que ce soit en tant que particulier si je veux acheter un appartement ou en tant qu'institutionnel comme vous qui investissez pour le compte de tiers. Si j'ai du cash, c'est plus facile d'arriver, de dire voilà, je peux acheter, je peux mettre l'argent tout de suite sur la table et du coup obtenir des baisses de prix assez significatives. Yann, si tu as un petit mot à nous dire là-dessus, parce qu'après on va parler d'opportunités et de momentum. Pardon, oui. Un petit mot avant de laisser la parole à Yann, c'est si vous regardez effectivement les levées de fonds aux US en ce moment sur quelques grands fonds internationaux, c'est assez impressionnant, hein, les levées de fonds aujourd'hui, donc c'est redevenu, voilà. Le fait que les taux rebaissent, ça redonne aussi un spread, ou en tout cas ce que disait tout à l'heure et en introduction Sonia sur la prime de risque, ça va redonner normalement en 2024 un petit peu plus d'intérêt à l'immobilier en fonction de, voilà, il faut être sélectif, mais ça, c'est déjà en train d'être perçu par les grands fonds internationaux qui lèvent des fonds, hein, donc voilà, faut regarder ça. Non, mais moi, globalement, j'ai la même vision, hein, qu'on est sur un plateau. La bonne nouvelle, quand même, il y a un article très intéressant dans les Échos ce matin sur l'inflation. Il y avait, voilà, notamment l'inflation aux États-Unis qui s'est complètement arrêtée, hein, puisqu'on est à 2%. Et il y avait eu un débat pendant très longtemps entre deux écoles d'économistes en disant est-ce que c'est une inflation qui va durer ou pas, avec Paul Krugman qui disait non, c'est juste dû à ce qui s'est passé avec le Covid et ça va pas durer. Et aujourd'hui, on a quasiment la preuve que c'était pas une inflation qui était faite pour durer. Donc ça, c'est intéressant. On est sur un plateau, moi je pense aussi. Et moi, je suis assez d'accord avec Jean-François sur les derniers appels d'offres qu'on a fait. Nous, on s'est fait bananer 2-3 fois parce que on s'est fait plaisir sur les taux, hein. Il y a un moment. Alors, on peut se faire plaisir aussi sur les taux parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé tous ensemble depuis le début. Ce qui change pour la gestion de nos fonds, c'est notre cash est rémunéré et sacrément bien rémunéré. Notre cash aujourd'hui, il est rémunéré, je parle chez nous par exemple, sur des comptes à terme entre 3,5 et 4%, quoi. Et ça permet quand même de prendre son temps sur les acquises, de se dire, ce que je dis aux équipes invest, il ne faut pas avoir honte de faire des offres aujourd'hui. Voilà, si on doit bid à 8, on bid à 8%, c'est pas grave. Et si on l'a pas, on l'a pas. Mais effectivement, je trouve que depuis quelques semaines, c'est très récent, hein, mais il y a, voilà, notamment en France, de façon étonnante. Moi, j'ai hâte de voir comment la France va s'en sortir. Je pense que ça va faire comme 2008, où effectivement la France avait jamais baissé autant que les autres pays. On sait qu'on est dans une économie beaucoup plus amortie. C'est vrai sur tout ce qui est PIB, hein, on est sur des cycles de PIB qui sont beaucoup plus faibles, à tel point qu'on a quasiment jamais de récession, mais jamais des très fortes croissances non plus. Et sur l'IMO, mon sentiment, c'est que c'est un peu pareil, donc on verra. Moi, je suis assez optimiste parce qu'on parlait tout à l'heure de valeurs, sur les valeurs à fin 2024. Je suis pas sûr qu'on revoie une vague. Moi, mon inquiétude, elle était là sur le début d'année pour pour certains véhicules, en se disant voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir d'autres choses? Et parce qu'on a toujours ce risque d'être emporté par la vague, même si ça va bien chez vous et que votre bateau est à flot. Mais je pense que la fin d'année, je suis plutôt optimiste parce que, encore une fois, j'ai cette vision également de plateau. Les taux vont pas s'effondrer à nouveau, mais ils vont baisser légèrement. Alors, par contre, effectivement, ce que disait Jean-François est vrai, ça a été impressionnant ce qui s'est passé sur les 5 dernières semaines de l'année, hein. Les taux ont baissé de 100 points de base. Donc, ça a baissé très, très vite. Depuis, ça a un peu reparti à la hausse et donc on n'a pas de boule de cristal. Et d'autant plus, tu as raison Benjamin, ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est les chocs exogènes. Alors, autant où on a une vision, autant d'un point de vue géopolitique, c'est très instable. Et donc, on sait que le moindre choc peut amener bien évidemment son lot d'impact fort au niveau macroéconomique. Donc, il faut être très prudent et se dire que moi, j'ai la même vision que Sonia et Jean-François. On a encore entre 6 et 12 mois d'opportunités à saisir.
Mais voilà, il faut être sélectif et savoir ce qu'on veut, avec aussi une attention peut-être particulière aux locataires, parce que tout ça, on est quand même dans l'économie, en plein dans l'économie réelle, et on a vu le taux des faillites exploser, mais c'était attendu, et ça devrait être le cas à nouveau en 2024, hein, parce que tout simplement les mesures de soutien aux entreprises qui avaient été mises en place par le Covid dans les différentes économies européennes arrivent à leur terme, et donc les gens qui étaient sous, je dirais, perfusion, quand on enlève la perfusion, certains meurent. Et donc, il faut être très vigilant, je trouve, aujourd'hui, sur la qualité des locataires et leur capacité à payer les loyers, parce que on a quelques mois devant nous qui peuvent être un peu chahutés sur ce plan-là. Merci Yann. Alors du coup, la troisième question, et quand on faisait un peu la préparation, vous vouliez plutôt rebondir. Alors moi, ma question, mais on l'a déjà un peu abordé, même pas mal, mais on va peut-être refaire un petit point sur ça, sur cette question. Selon vous, donc, est-ce qu'il y a de bonnes opportunités d'investissement, ou alors est-ce qu'il faut encore attendre? Et là, Yann, il disait, est-ce que c'est presque pas trop tard? Donc voilà, Ah ouais, quel est un non, pour peu... moi, je pense qu'il faut pas attendre, il faut y aller maintenant. Et il y a encore peut-être une petite année. Après, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il faut être sélectif. Mais en tout cas, se dire j'attends 9 mois, 12 mois parce que ça va encore. Franchement, je pense pas. Comme le disait Jean-François, il y a beaucoup plus d'argent et on le voit, hein, dans les appels d'offres. Il y a beaucoup plus d'offres en face de nous, et pas parce que on a une vision très franco-française en parlant des SCPI, des SC, des OPCI, mais il y a tous les véhicules européens d'épargne. Il faut pas oublier aussi qu'il y a tous les acteurs institutionnels. En France, on ne connaît pas ces acteurs-là parce qu'on a un système de retraite public, mais tous les pays européens, la plupart ont un système de retraite privé, donc ils ont des caisses de retraite qui doivent beaucoup acheter d'immobilier. Et donc ces gens-là, on les voit en face de nous sur les marchés européens. Et donc, non. À mon avis, je veux dire qu'il faudrait attendre un peu pour investir. Moi, j'y crois pas du tout. Mais voilà. Sonia? Alors, je dirais qu'il y a vraiment déjà nous on répond jamais à des appels d'offres parce que c'est là où le vendeur essaye de vous faire monter au cocotier, donc et de faire de la surenchère. Donc par contre maintenant c'est vraiment faut y aller en off, faut aller en direct, et effectivement les acteurs stressés ils sont prêts si on est un peu agressif et qu'on est rapide. Faut décider très vite, faut être agile, décider très vite, leur dire très vite par contre les coûts, voilà, refaire la toiture, tout ça tu prends en charge, et on est capable de signer très vite et de dégager le cash rapidement. Donc nous on voit beaucoup d'opportunités là aujourd'hui à l'étranger. On fonctionne, comme disait Yann, beaucoup en Irlande. On a déjà acheté en Irlande et on a des belles acquisitions sur le premier trimestre en Irlande. Donc il y a des opportunités, mais il faut rester sur les petits actifs. Pour moi, entre 1 et 20 millions, c'est beaucoup de travail, autant qu'un gros actif, mais il y a une vraie liquidité sur cette typologie d'actifs. Et donc, on sait que demain, il y aura toujours des acheteurs. Donc ça, c'est le point qui est important. Et après, je reviens, c'est sur la qualité des bâtiments, parce que pour moi, le prochain défi immobilier, ça va être le décret tertiaire, où les actifs devront faire des économies d'énergie de 40% à horizon 2030, s'ils ne sont pas déjà aux normes énergétiques. Donc aujourd'hui, on voit des actifs qui sont à la vente à 8%, ils pourraient être à 10, je ne veux pas les acheter. C'est clair que je ne les achèterai pas parce que le coût des travaux va être prohibitif. Ça pourra faire du rendement court terme, mais ça va pénaliser demain. Donc il faut garder son sang-froid. Et il faut surtout se dire que voilà, les SCPI diversifiés, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas une SCPI qui fait 30% bureau, 30% commerce. C'est une SCPI opportuniste qui doit être contracyclique. Donc je reste convaincu sur le commerce, je reste convaincu sur les locaux d'activité, et il va y avoir des opportunités sur les bureaux. Mais là, vraiment très qualitatif, petite et moyenne surface, voilà, avec une typologie de locataires. Même si un turnover, c'est pas grave, on sait qu'on retrouvera quelque chose d'autre. Donc, très agressif à l'étranger. Et en France, il y a des vraies opportunités. Je ne pense pas que les prix vont encore beaucoup baisser en France. Par contre, on peut être très agressif sur la durée des baux. Et là, je vois aussi des belles enseignes avec des durées fermes, 6 ans, 9 ans. Sur l'hôtellerie, on voit des enseignes avec des durées fermes assez fortes et qui sont prêtes même à racheter tout de suite leurs actifs. Donc voilà, il faut pouvoir avoir en tête toujours la liquidité demain de ce qu'on achète. Donc oui, il faut être tonique, il faut être agile, mais il y a des bonnes opportunités, ça ne va pas durer encore très très longtemps. Jean-François, et on vient de déflorer un peu la dernière question, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est un webinaire C'est actif, l'emballement, c'est dynamique. Voilà, l'enthousiasme. on n'est pas sclérosé. Au On est, moins, on va dans on est tous dans les la sens.
Voilà, Pour les c'est comme ça. dans la perspective. Non, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense qu'on a fait, nous, déjà, de très belles opérations en 2023. On l'a bien vu sur nos valeurs du 31-12. Hein, on a des plus-values assez conséquentes sur ce qu'on a acheté en 2023 parce qu'on avait acheté avec des taux de rendement assez élevés. Donc, je pense que ça va encore continuer. Mais c'est vrai qu'il y a du monde. Je suis sur une proposition en Espagne en ce moment. J'ai cru entendre qu'il y avait 2 autres SCPI françaises, pour le coup, qui étaient aussi dessus. Donc, la preuve est que, a priori, tout le monde est en train de rebouger, ce qui est plutôt très bien. Et donc voilà. Et à partir de là, effectivement, nous, on regarde donc toujours en termes de diversification plutôt du light industriel. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps dans une optique de réindustrialisation de l'Europe. C'est des grands mots qui sont depuis quelques mois chez nos gouvernants, avec pas forcément de décret très opérationnel pour l'instant, mais en tout cas, nous, on y croit. Et donc, on achète pas mal de light industriel. Ça nous permet aussi d'aller chercher des baux très longs, parce qu'en règle générale, on est sur des sell and leaseback, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui détient les murs, qui nous vend les murs et qui reste à l'intérieur. Et donc, en règle générale, on arrive à signer des baux entre 15 et 20 ans. Donc, pour effectivement un mixte bureau locaux d'activité, c'est plutôt intéressant. Et avec, en règle générale aussi, des sociétés qui sont là depuis longtemps et qui, a priori aussi, parce que tous les salariés, etc., tout leur environnement, leurs partenaires sont là, donc vont rester longtemps. Donc ça, c'est intéressant. On vient de faire une extension sur un de nos immeubles à Platling de 6000 m². Avec l'entreprise, elle met son quartier général Europe dans ce bâtiment-là. On a re-signé un bail ferme de 20 ans. Donc on sait qu'elle va être là non seulement pendant 20 ans, mais peut-être même plus, parce que voilà, c'est son quartier général Europe, et a priori, c'est des décisions très lourdes pour des sociétés de s'implanter dans ces endroits-là. Et donc, ils ne sont pas là pour repartir, enfin, peut-être un jour, mais en tout cas, en règle générale, c'est des décisions très long terme. Et après, je vous cache pas qu'on regarde Central London en ce moment, parce que Londres a très repricé, et aujourd'hui, on a des super adresses à Londres avec des rendements qu'on n'a pas à Paris, qu'on n'a pas à Munich, qu'on n'a pas à Berlin ni à Madrid. Et donc aujourd'hui, effectivement, le centre de Londres est très attractif. Voilà. Donc il y a le sujet de la devise qui est un sujet, mais en tout cas, par contre, les rendements aujourd'hui qu'on a dans le centre de Londres, et c'est très attractif. Donc on regarde avec attention ce marché-là. Et donc voilà, ça fait partie des éléments qui sont en priorité chez nous sur les pistes d'investissement. Merci. Alors du coup, la dernière question, pareil, hein, qu'on a déjà un peu abordée, c'était plutôt aujourd'hui sur quelle typologie d'actifs privilégier, mais on en a parlé. Du coup, je vais vous reposer, je rebondis sur notre question. Et puis, quelle zone géographique? J'ai cru comprendre dans ce que vous disiez, l'Irlande très attractif, l'Espagne encore très attractif. Alors, ma question, elle va être en zone géographique, est-ce qu'il y a des zones à éviter totalement encore aujourd'hui, que ce soit en termes de pays ou en termes de zones? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais si on se dit par exemple, il faut surtout pas aller à la Défense dans les grandes tours parce que c'est des bâtiments qui coûtent beaucoup trop cher, c'est monolocataire, et on a vu que c'était pas du tout ce qui était recherché en tout cas aujourd'hui par les entreprises. Donc ça, c'est sur la partie zone géographique. Et sur les classes d'actifs, vous nous en avez un peu parlé, effectivement. Quid de l'hôtellerie, quid de la santé, hein, qui a été quand même très porteuse pendant des années. Est-ce que vous regardez ces typologies-là? Quand tu parlais, Yann, de life science, est-ce que ça rentre dans cette typologie? Voilà, de nous refaire un petit peu un point sur les secteurs, typologie d'actifs, et puis les zones géographiques. Yann? Alors, sur les typologies, effectivement, après, il n'y a pas de typologie à écarter complètement. Il faut savoir saisir les opportunités là où elles sont. Moi, juste rebondir sur ce que disait Sonia tout à l'heure, parce que je suis complètement d'accord sur un des grands enseignements de cette crise, c'est que ce qui fait la force des SCPI et les SCPI qui ont été les plus résilientes, on va réutiliser ce mot, pour moi, quand je regarde un peu leur patrimoine, c'est celles qui ont des actifs de petit volume. Et je pense que c'est ça, moi, une des leçons, c'est de se dire, on reste sur des actifs de petit volume, voilà, 10, 20, 30 millions, mais on va pas sur du 50, 100 millions, même quand on grossit et qu'on collecte beaucoup. Alors, ouais, ça coûte plus cher à la société de gestion, faut être clair, puisque acheter un immeuble à 1 milliard ou acheter un immeuble à 10 millions, grosso modo, c'est le même taf.
Mais pour la dispersion du risque, je pense que c'est vraiment une des leçons de la crise. Et sur les typologies, oui, la santé, mais la santé, il y a eu un repricing qui est très intéressant, parce que la santé, pour le coup, au niveau locataire, où on n'a pas trop de sujets, on trouve aujourd'hui des cliniques en Espagne, en Allemagne, à des taux entre 6 et 7%. Et ça, je trouve ça plutôt sympa pour la santé, parce que ça reste voilà, un secteur porteur. Le life science, on aime bien effectivement parce qu'il y a cette notion effectivement aussi de réindustrialisation dont parlait Jean-François, hein. Les deux actifs qu'on a achetés à Amsterdam et Rotterdam, c'est deux actifs qui sont sur le port, loués à Bureau Veritas, et donc Bureau Veritas teste les marchandises qui descendent des bateaux, et c'est eux qui donnent leur accord pour que les marchandises soient débarquées, comme quoi elles sont conformes au règlement européen. Et donc ça, bah, c'est une activité qui est centrale et qui est pérenne, je dirais. Donc c'est des actifs qu'on aime bien. L'hôtellerie, il y a des choses très intéressantes, mais on est nombreux sur l'hôtellerie. Je dis ça parce qu'on a répondu à un appel d'offres il n'y a pas longtemps, et il y a beaucoup d'offres. Donc il faut faire attention sur l'hôtellerie, aux taux qui risquent de... Voilà. Après, l'hôtellerie, l'avantage de l'hôtellerie, c'est qu'elle est toujours contracyclique. Enfin, c'est même pas du contracyclique, c'est qu'elle n'est pas du tout sur le même cycle que les autres actifs. Donc, parfois, ça peut être en phase, mais c'est rare. Elle a son propre rythme qui est souvent dû bah, aux événements, à la fois au tourisme et aux événements macro. Et donc l'hôtellerie, c'est toujours intéressant parce que mais comme le résidentiel d'ailleurs, hein. Le résidentiel n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Oui, là, tous les actifs ont vu leur taux augmenter, mais parce que les taux ont augmenté. Après, ce qui est important, encore une fois, c'est de regarder les potentiels de croissance de loyer. Nous, c'est pour ça qu'on aime bien la logistique. Dans Territoire à venir, il y a quasiment 50% de logistique. On n'ira pas au-delà et on limite là, mais parce que bah, sur la logistique, il y a des vraies croissances de loyer. Là où je faisais de la logistique en 2006-2007 et les loyers étaient à 40 euros du mètre, et il y a 5 ans, les loyers étaient toujours à 40 euros du mètre au même endroit. Depuis le Covid, les loyers, on a vu vraiment une augmentation. Tout d'un double phénomène, hein, qui est l'inflation des normes, qui fait que c'est de plus en plus difficile de construire, notamment avec tout ce qui est non-artificialisation des sols, hein, qui fait que avant, vous aviez un entrepôt logistique, il suffisait d'acheter la terre à vache qui était à côté et vous construisiez un autre entrepôt aux nouvelles normes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et il y a une demande qui est de plus en plus croissante, hein, parce que croissance du e-commerce fait que la logistique s'est développée, et donc on a vu, et là je parle pas d'indexation, mais des vraies croissances de marché de logistique qui fait que nous, c'est un secteur qu'on aime bien. Mais au final, honnêtement, je pense qu'en 2024, on investira dans à peu près toutes les catégories d'actifs. On achète du bureau aussi, hein, régulièrement, mais voilà, du petit immeuble de bureau, très bien adapté les derniers immeubles qu'on a achetés, c'était aux Pays-Bas de bureau, c'est du A++, donc aux dernières normes environnementales, qui sont voilà, adaptés pour les locataires, avec des baux de longue durée, avec des surfaces de coworking, avec voilà, vraiment des immeubles à usage mixte, quoi. Je pense que il faut avoir une vision très fragmentée de l'immobilier, se dire, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est l'immobilier, c'est une somme d'opportunités. Il y a des choses, c'est évident, enfin, ça nous semble évident, certaines typologies dans certains lieux où il faut pas aller, mais c'est pas pour ça qu'on fera plus jamais de bureau ou plus jamais d'une autre typologie. Donc, avant tout, je pense que 2024, comme on le disait tout à l'heure, c'est la dernière année, je pense, des opportunités. Donc, il faut juste aller sur les bonnes géographies, dans les bonnes topologies, choisir les bonnes opportunités. Mais faut rien s'interdire. Il faut juste être très vigilant sur l'analyse. Merci Jean-François. Et puis on finira par Sonia. Tu auras commencé et terminé le webinaire, Sonia. Non, bah, on en a tous parlé. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yann. Aujourd'hui, on va rechercher plutôt, en ce qui nous concerne, des actifs récents ou reconfigurés. Je pense que ça, c'est important aussi parce que on sait que tous les actifs obsolètes et ou mal placés vont effectivement avoir des rendements à très court terme qui seront très élevés, mais seront générateurs de problématiques d'asset management dans le futur. Donc ça, c'est gênant. Donc ça, on va éviter. Donc à l'inverse, comme il y a des opportunités, ce que je disais tout à l'heure,
dans certaines grandes métropoles européennes, on va regarder de plus près effectivement ce qui se passe. Alors peut-être pas forcément dans les QCA, mais très très proche des centres-villes, parce qu'on a des rendements qui sont assez intéressants. Voilà. Donc nous, on fait toujours du core plus, hein, c'est notre stratégie. Donc on est plutôt en périphérie proche des grandes métropoles européennes, avec des locataires en règle générale sur des longues durées, ce qui nous permet d'avoir justement ces taux de recouvrement qui sont très très bons aujourd'hui. Donc on fait très attention à nos locataires et la qualité financière et solidité financière de nos locataires. Et aujourd'hui, la crise nous permet de regarder un petit peu plus au centre de ces grandes métropoles. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qu'on regarde. Et après, voilà, en termes de typologie d'actifs, un peu de retail park, parce que voilà, il y a encore quelques opportunités dans ces sujets-là, sur des zones qui sont bien achalandées, j'allais dire, et du light industriel et un peu de bureau aussi. Voilà, si c'est bien placé et plutôt dans les normes énergétiques d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'on regarde aujourd'hui, je suis assez d'accord avec ce que disait Yann tout à l'heure sur l'hôtellerie. Voilà, l'hôtellerie, pour le coup, elle vend en poupe depuis 2 ans et l'hôtellerie est chère. Donc, il y a encore peut-être quelques opportunités, mais il y a du monde en ce moment sur l'hôtellerie, et donc on a du mal à avoir des bons rendements sur l'hôtellerie. Mais les nuits d'hôtel sont devenues très chères aussi. Hein. Les prix ont sacrément monté. Hein. Et ça ne va pas s'arranger dans les mois qui viennent à Paris. Ouais, c'est pas forcément pour le détenteur des murs, c'est plus pour l'exploitant en règle générale. C'est pas faux. Comme nous, on détient que des murs dans les véhicules SCPI, on peut pas avoir l'exploitation, donc voilà, c'est compliqué. Dans les clubs deal. Sonia, je te passe la parole. Juste une question sur le décret tertiaire, si tu peux répondre. Est-ce qu'il concerne que la France ou c'est européen le décret tertiaire? Parce que du coup, est-ce que vous avez les mêmes contraintes quand vous investissez en France sur l'histoire du décret tertiaire ou quand vous investissez à l'étranger? Alors, c'est en tout cas là, c'est typiquement français, mais il y a des déclinaisons dans les différents pays qui peuvent être assez différentes, mais qui restent quand même fondamentalement sur le même curseur. Typiquement, les bureaux en Allemagne, de mémoire, ça doit bientôt être au niveau C en DPE énergétique, sinon ce ne sera plus loué. Donc c'est d'autres définitions, mais dans tous les cas, dans toute l'Europe, il y a cette pression pour que l'immobilier s'adapte justement aux consommations énergétiques. Donc c'est pour ça que je rejoins Jean-François, il faut des bâtiments de qualité, parce que le coût des travaux demain pourrait obérer vraiment significativement le rendement des véhicules. Okay. Sinon, de notre côté, on reste convaincu. Voilà, le travail de l'asset manager. Alors, dans l'immobilier, l'asset manager, c'est vraiment celui qui gère le patrimoine immobilier, qui gère les locataires, qui gère les travaux, qui gère la commercialisation. Et c'est vraiment ce qui va faire demain la richesse des véhicules. Et pourquoi je dis ça? Parce que le commerce, c'est vraiment une activité qui est très lourde pour l'asset manager, parce que gérer une multitude de petits locataires, c'est plus lourd que de gérer un gros locataire d'un bureau monolocataire. Mais c'est ce qui fait la richesse. Donc, nous, on reste convaincus sur les commerces, pieds d'immeuble et retail park, et surtout avec une orientation, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est restauration. Les gens ont envie de sortir, passer des moments dehors, ou alors des enseignes low cost qui sont vraiment contre l'inflation, type Tocomanie, Action, ou des grandes enseignes comme Grand Frais. Je pense que la qualité de l'enseigne et la qualité du contact que tu as avec les locataires crée la richesse dans les commerces. Donc on est très convaincus sur les commerces, et c'est un vrai savoir-faire que tout le monde ne saura pas s'adapter. Gérer des bureaux, c'est pas gérer des commerces. Je rejoins Yann sur effectivement les locaux d'activité, l'hôtellerie, mais typiquement d'ailleurs les derniers commerces qu'on a achetés à Dublin, on est dans le centre-ville. Je reste convaincue sur l'emplacement. Donc je pense qu'on est à côté des bureaux d'Yann, puisqu'on est aussi à côté de Trinity College. Donc un Circle K, un Starbucks, ils viendront consommer chez nous, quoi. Vous pourrez mettre les locataires, ils viendront prendre le Starbucks chez Sonia. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Après, tu parles de santé. De la santé, on en a dans Cadence 12. Pour moi, il faut avant tout que ça soit ton actif, il soit multi-usage, et que tu te poses systématiquement la question, demain, ton locataire s'en va, qu'est-ce que tu peux en faire? Ton exploitant dans l'hôtel, il s'en va, qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que tu trouves un autre exploitant? Est-ce que tu transformes en logement? Quel type de locataire tu peux mettre? Est-ce que tu peux diviser si c'est des grands plateaux? Voilà, je pense qu'il faut rester sur les fondamentaux de l'immobilier, qui sont avant tout l'emplacement. Maintenant, il faut intégrer la consommation énergétique et ensuite l'usage. On voit bien que d'aujourd'hui, on vit dans des écoquartiers, on ne veut plus être excentré, faire 1h30 de transport pour aller au travail. Voilà, tout ça, il faut l'intégrer et l'anticiper, parce que c'est des évolutions qui mettent du temps en immobilier, et il faut l'anticiper pour qu'on soit prêt dans les années à venir. Mais c'est pour ça qu'il y a une multitude d'opportunités. Voilà, faut juste se poser, garder son sang-froid, et puis aller les chercher comme des besogneux. Et être agile. Il faut être rapide, il faut être extrêmement rapide.
Dans l'immobilier, c'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas, il faut essayer. La prise de décision. Après, tu as raison, faut pas être rapide sur les due diligence techniques, sur les due diligence juridiques. Je pense que dans les années précédentes, on était tellement pressé d'acheter qu'on regardait pas les travaux à faire. Maintenant, nous, je vois, on regarde précisément et on dit aux vendeurs, bah, toi, tu prends en charge, tu prends en charge. Tu veux pas, bah, c'est pas grave, on n'achète pas. Et au moins, ça va. Eh bien, écoutez, Sonia, Yann et Jean-François, je vous remercie beaucoup. Ce fut encore une fois très instructif de voir cette petite rétrospective et puis aussi la perspective. Si je dois résumer en une phrase, c'est maintenant et c'est pas demain. Voilà. Et c'était déjà un peu hier, mais voilà. Hier, il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il y a a priori de très belles choses à faire, de très belles choses chez vous. On vous sent en tout cas très motivé et très impliqué. Voilà, donc bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2024, à nous souhaiter mutuellement, parce que Tout à je fait, rappelle que Benjamin. vos 3 sociétés de gestion sont référencées également sur la plateforme Wenimo, et donc nous sommes ravis de travailler bien évidemment et de collaborer avec vous. Donc on se souhaite mutuellement une belle collecte, une belle activité, et puis bah, écoutez, on sera ravis de vous accueillir à nouveau sur un webinaire immobilier patrimoine 24. Bah, peut-être pour faire le point de l'année 2024 ou à ce moment-là parler des perspectives 2025. Merci, Merci à Benjamin. tous. Merci Très, beaucoup, très belle Benjamin. année 2024, très bon début d'année et à très très bientôt.